Salut à tous et bienvenue dans ce 93e show GCN en français. Les grands tours sont de retour. Donc aujourd'hui, on va faire la preview du Giro 2022. Oui, mon Lolo, et restez bien jusqu'au bout parce que cette semaine, il y a beaucoup d'actualités et notamment le retour d'un jeu concours qui va vous plaire puisque c'est la Groupama qui revient avec l'opération Ton Club, Ton Maillot et il y a de très belles tenues à gagner. Allez, c'est parti! Et on commence tout de suite avec la première étape, le départ qui aura lieu, Florian, à Budapest. Et c'est une première, enfin c'est un premier départ à l'étranger depuis la Covid. Oui, exactement. C'est celui qui était prévu d'ailleurs en 2020, que malheureusement le Giro n'avait pas pu prendre. On sait tous pourquoi. Et qui du coup aura bien lieu cette année. Ça fait plaisir. C'est une façon de dire qu'on a peut-être enfin bouclé la boucle de ce Covid, même si on en voit encore beaucoup. Et du coup, on aura droit à 3 étapes à l'étranger cette année. Évidemment, autour de Budapest, on va limiter les transferts. Il y en aura déjà pas mal. Mais il y a une petite particularité, mon Lolo, c'est qu'on aura un contre-la-montre, mais pas le premier jour, comme c'est souvent le cas dans les grands tours, mais le deuxième. Donc un contre-la-montre de 9 km autour de Budapest, le deuxième jour qui sera, on va dire, la première curiosité de ces 3 étapes inaugurales de ce Giro 2022 qui seront, on va dire, plutôt une mise en jambe. Mais on sait que les contre-la-montre, aussi courts soient-ils en début de grand tour, sont toujours un bon indicateur de forme. Et on reviendra après le parcours, évidemment, sur les principaux favoris de ce Giro. Les choses vont commencer à se corser un petit peu lorsqu'on va arriver vers chez moi, mon Lolo, en Sicile. On aura une journée du coup de repos un peu consacrée au transfert dès le 4e jour. Et ensuite, on va attaquer pour la 4e étape Avola Etna. Donc d'entrée, arriver au sommet d'un col hors catégorie. C'est un format assez classique, mon Lolo, ça arrive souvent au Giro. En gros, une année sur 2 ou une année sur 3, on passe par la Sicile et on arrive en haut de l'Etna. Ça devrait déjà là être un vrai indicateur, même si tu me contrediras pas, souvent les étapes dures en début de grand tour, c'est pas vraiment celle où on gagne le grand tour, mais c'est plutôt celle où on peut le perdre. Eh oui, Florian, première semaine, on sait qu'il y en a 3. Alors, un grand tour se gagne pas forcément là, mais on peut déjà commencer à tester sa forme et commencer à écrémer et à évincer certains leaders. Après, généralement, certains leaders arrivent plus en forme dernière semaine, plus en forme deuxième semaine. C'est jamais très bon de commencer un grand tour en pleine forme et parce que forcément derrière potentiellement avec la fatigue on peut régresser sur sa condition physique, mon Flo. Donc on peut avoir des beaux écarts cette première semaine dans cette première étape de montagne mais à voir. Écoute, moi je pense que le Giro ne se jouera pas ici. Oui, mon Lolo, et puis c'est un Giro relativement classique avec pas mal d'enchaînements jour de sprint et jour de montagne. C'est quand même très contrasté comme souvent, avec en général une dernière semaine très chargée. Et là, on retrouve exactement ça, puisque la deuxième semaine, ça va être en gros une étape de montagne, une étape de plaine, une étape de montagne, une étape de plaine. On va retrouver notamment une étape très casse-pattes à la 7e étape, pour un vendredi 13 en espérant que ça leur porte chance, avec une arrivée à Potenza, une étape de 200 km très vallonnée, qui sera très piégeuse elle aussi et où certainement il y aura beaucoup à perdre, voire à gagner. Et puis une des étapes emblématiques là aussi de ce Giro, ce sera l'arrivée à Blokos. Une étape classée 5 étoiles lors du deuxième dimanche, donc le 15 mai. Là, c'est une étape absolument à ne pas manquer, avec des pentes hors du commun comme on les trouve seulement en Italie, voire en Espagne, en tout cas pas beaucoup en France. Là, c'est vraiment des pourcentages très importants et ça devrait nous donner un spectacle magnifique. Et je pense déjà que après cette 9e étape, on devrait vraiment y voir plus clair au niveau du classement général. Donc c'est pour moi l'une, voire l'étape reine de ce Giro à ne pas manquer. Et puis mon Lolo, on va arriver naturellement vers cette dernière semaine. Et, comme je t'ai dit, après 2-3 jours de transition, où là, de la 14e à la 20e étape, globalement, les difficultés vont s'enchaîner. Ouais, mon Flo, c'est vrai qu'on a pas mal d'étapes de plaine, de moyenne montagne. Là, cette 9e étape va faire très mal. Va commencer à planter les jalons du côté des leaders. Mais il va pas falloir se rater non plus sur une 15e et une 16e étape, parce qu'on le voit, la 15e étape avec l'arrivée à Cogne, une étape classée 4 étoiles qui devrait faire mal. Surtout que... Ça va cogner. Ouais. Oh la vache! Ah, t'as pas fait cette blague, Flo. Ah, j'ai repris avec les blagues de merde. Attends, en fait, ça y est, c'est trop tard. Non, mais moi, je croyais qu'en 2022, t'étais devenu un adulte. Mais non, en fait.
Non, toujours Donc pas. je vous laisse juger qui garde qui à chaque fois qu'on part en tournage. Hein, voilà. Merci. Non, et on enchaîne la 15e étape avec la 16e évidemment, après 15 il y a 16, Florian, tu vois, je t'apprends à compter aussi accessoirement. Et avec une arrivée à Aprica, il y aura 200 km et c'est une étape aussi classée 5 étoiles en montagne. Donc je pense qu'une fois avoir planté les jalons à la 9e étape, sur la 16e, on va faire les vrais gros écarts et là, il n'y aura plus trop de secrets sur le classement général. Oui, tu l'as dit, Loïc, il y aura 4 ascensions même sur cette 16e étape en direction de Aprica, même si l'arrivée n'est pas au sommet, elle est juste après la dernière ascension. Et là aussi, c'est une étape qui est dans les 2-3 plus difficiles de ce Giro, qui peut être considérée comme l'une des étapes reines, surtout là où elle est placée dans ce Giro en dernière semaine. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque après l'étape d'Aprica, le lendemain, on réenchaîne avec une étape très difficile aussi. On aura ensuite une étape 18 de repos, entre guillemets, en direction de Trévise, parce que ce sera tout plat. Mais on réenchaîne avec 2 jours très difficiles, et ça aussi, c'est une particularité du Giro très souvent, la 19 et la 20, qui seront 2 étapes très très difficiles, avec une 20e étape un peu plus courte que les précédentes évoquées en 5 étoiles, puisqu'il y aura un peu moins de 170 km, mais il faut quand même les enchaîner vu le profil, avec une arrivée là aussi au sommet, en haut du Passo Fedaia. Et là aussi, il ne faudra pas rigoler parce que on peut souvent penser qu'en haut de la 20e étape, le Giro se termine. Mais comme ils ont pris l'habitude depuis un certain temps, la 21e étape qui, si sur le Tour de France, c'est vraiment les Champs-Élysées, un critérium et on va dire une formalité, et bien là, il faudra quand même se coltiner le dernier jour en contre-la-montre individuelle dans les rues de Vérone, Lolo. Ouais, et on le sait, ce Giro, c'est quand même le plus dur des 3 grands tours. Giro, Vuelta et Tour de France. Tour de France, il est un peu plus dur de par sa médiatisation. Là, on sait qu'on termine un Giro sur une étape de haute montagne plus un contre-la-montre. Donc le classement, il va pas être fait jusqu'au dernier jour et je pense qu'il va falloir rien lâcher jusqu'au dernier jour. Ça dépendra évidemment des écarts, mais je sais pas qui portera le fameux maillot rose, mais je pense qu'il va en avoir des vertes et des pas mûres pour le défendre. Oui, on a eu beaucoup de cas de renversement de situation dans la dernière semaine du Giro. C'est un peu la spécialité de ce grand tour. Donc, on comprend mieux pourquoi quand on voit une nouvelle fois le parcours qui nous est donné en dernière semaine. Bon, on passe sans plus attendre aux engagés parce que c'est forcément ce qui vous intéresse. Et là aussi, il y a des choses intéressantes. On va avoir notamment un Mathieu Van Der Poel qui va découvrir le Giro, qui nous l'a confirmé. Une grande première pour lui. Donc, ce sera toujours intéressant de voir évoluer Mathieu Van Der Poel puisqu'on sait que c'est un événement dès qu'il se présente à une course et vu le spectacle qu'il nous a offert l'année dernière sur les routes du Tour de France, on peut s'attendre là aussi à ce que ce soit un dynamiteur de cette première semaine, voire même des suivantes évidemment, mais dès les premiers jours on peut s'attendre à ce qu'il vienne jouer les troubles fêtes et pourquoi pas nous amener du spectacle là où on s'y attend pas. Mais on va parler avant toute chose, mon Lolo, quand même des favoris à la victoire finale. Parce que y a du beau monde malgré tout sur ce Giro. On sait que parfois c'est un peu le parent pauvre des 3 grands tours en termes de gros leaders. Cette année, ne serait-ce que chez Ineos, on a quand même pas mal de prétendants à la victoire finale, même si Carapaz est annoncé en grand leader. Ouais, Ineos, comme d'hab, j'ai envie de te dire, ils annoncent un leader et puis le leader marche très fort, mais le bras droit du leader marche aussi fort que lui. Donc le bras droit du leader l'année d'après, il devient leader. Enfin bon. Tu la connais la chanson. Cette année, on a Carapaz, on a Castroviero, on a Toulette, on a Narvaez, on a Porte, on a Puccio, on a Sivakov et on a Swift. Swift, bon, il va peut-être pas les gagner en montagne, mais dans l'idée, ils sont là. Non, mais encore que... Et encore que... on sait jamais. Mais clairement, on a trois têtes de proue pour cette équipe. On a Carapaz, on a Porte et on a Sivakov. Même si Porte est un peu sur la fin de sa carrière, Sivakov est un peu en deçà de ce qu'il avait pu démontrer les années passées. On sait aussi que dans le Giro, parfois les plans peuvent être changés et les cartes rabattues en cas de chute, en cas comme n'importe quel grand tour. On a vu par le passé, notamment l'année de la victoire de Tao Geoghegan que le leader avait changé en cours de route et ça les avait pas empêchés de l'emporter. Donc clairement, c'est pour moi le collectif encore une fois à battre. Mais attention, il y a quand même du beau monde derrière et il y a notamment des gens en forme et certains qui nous font bien plaisir puisqu'on les voyait un peu au second plan depuis quelques temps. Ils sont de retour au premier et je pense évidemment à notre Frenchie Romain Bardet.
tout frais vainqueur du Tour des Alpes. Et on pourrait citer aussi Guillaume Martin d'ailleurs, qui arrive avec des ambitions sur ce Giro. Donc là, c'est un peu le côté cocorico. Mais évidemment, il n'y a pas que, même si je pense que Bardet est vraiment un prétendant au podium, si ce n'est au titre sur ce Tour d'Italie. On peut aussi citer des gens en forme, notamment Simon Yates et moi j'ai envie de citer Pello Bilbao, ça va te faire plaisir aussi. Qui m'a l'air bien en forme, le Basque de la Bahreïn. Eh oui, chez Bahreïn, on a Pello Bilbao, le Basque, mais on a aussi Mikel Landa. C'est pas, tu vois, c'est pas des noms, c'est pas des coureurs qu'il faut oublier dans un classement général. Ils vont aller là clairement pour chasser des étapes, mais pas que. À mon avis, il faudra compter sur eux pour dynamiser la course et clairement y figurer très proprement. Bon, derrière, on a aussi un grand retour, celui de Dumoulin. Alors, est-ce que il sera à son niveau qu'il a connu jusque avant sa petite coupure? Mais je sais pas. Mais ça reste un nom. Il sait courir, c'est un grand coureur. Pourquoi pas revenir et l'emporter dès son retour? Oui, à voir, parce que c'est vrai que la particularité de ce Giro, c'est qu'il y a assez peu de contre-la-montre, dont on sait que Dumoulin apprécie particulièrement la spécialité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de montagnes, hein, c'est un très très bon grimpeur, mais forcément il a construit beaucoup de ses victoires au classement général par le passé sur les contre-la-montre. Là, ce sera quand même compliqué. Donc à voir, évidemment, on est curieux de voir quel niveau il va démontrer. Évidemment, les autres équipes sont pas en reste, hein. On a du Lopez et Nibali du côté de l'Astana. Très intéressant de voir d'ailleurs Nibali qui va peut-être, on ne sait pas encore, hein, mais courir son dernier Giro en passant par la Sicile, une arrivée sur l'Etna. On le sait, hein, souvent l'Etna c'est tôt dans le Giro, les leaders ne veulent pas se découvrir, mais pour sûr, lui, il devrait tenter quelque chose. Donc ça pourrait aussi, tu vois, être un côté trouble-fête dans ce Giro où on n'a pas forcément envie de se découvrir dès la 4e étape. Peut-être que Nibali va forcer certains à le faire. Et puis, il y en a un qui marche très très fort, c'est Ivan Sosa de la Movistar et qui sera accompagné en plus du capitaine de route emblématique Alejandro Valverde. Et ouais, on a toujours la balle verte qui est là, donc il va pouvoir le guider au mieux. Je pense qu'il faudra compter sur eux pour bien figurer lors de ce Giro. Alors, comme tu disais, le Giro va s'annoncer difficile en son début, mais c'est vraiment sur la fin qu'il se gagnera. L'expérience parlera, je pense, Ivan Sosa, à voir s'il arrivera à enchaîner vraiment sur ces 3 semaines à rester au top du top, hein, et qu'il n'y ait pas un pic de forme et que ça lui lâche au final. Bon, on a quand même d'autres coureurs qui sont annoncés très costauds. On a un fameux Mollema avec Ciccone chez Trek. Ciccone qui sera à la maison, hein, aussi. Donc mon Flo, je pense que là aussi, il va pas avoir envie de se rater de trop. On aura aussi, il faut pas oublier, chez IF, on a Chavez et Carty. Chavez et Carty, attention, c'est pas des peintres les types. Moi je pense que sur un Giro comme ça, premier grand tour, ils vont vraiment jouer les premières places. Oui, je les vois un peu en retrait, à voir, hein. On sait que Hugh Carty, il avait très bien figuré, notamment sur la Vuelta aussi. C'est un très très bon grimpeur. Chavez qui a déjà gagné en haut de l'Etna et qui est expérimenté, ça peut être un duo détonnant. Le point d'interrogation, c'est leur niveau actuel. On a aussi de très très bons coureurs du côté de la Bora avec Jay Hindley et Wilco Kelderman. Voilà, moi je les vois un peu en retrait, ces 3 équipes, Trek, IF et Bora, mais c'est aussi ce qui peut être leur gros avantage face à une Jumbo-Visma, une Ineos ou une Bahreïn qui s'annoncent comme des équipes très très costauds. On pourrait aussi, pour compléter, citer des coureurs qui peuvent briller en montagne et qui ont déjà brillé par le passé, comme Almeida du côté de la UAE et Bajoli, l'Italien de la Quick Step, qui sera peut-être un peu plus esselé au sein d'un collectif plutôt dédié au sprint avec 2 sprinters. Mais on va y venir, on va en parler de ces sprinters sur le Giro, Monro. Ouais, alors au niveau des sprinters, c'est pareil, on va en reparler, mais ils n'auront pas trop d'opportunités au final. Hein. Enfin, il y en a quelques-unes, mais ça reste plutôt des étapes moyenne montagne en général, hein, non Flo? Oui, comme souvent sur le Giro d'ailleurs, hein, il faut pas se louper. Quand il y en a une, il faut la prendre parce qu'elles sont rares. Mais voilà, ça rend la victoire d'autant plus belle lorsqu'on est sprinter sur un Giro. Et puis tu le sais, hein, quand tu galères en montagne, si tu arrives à mettre la balle au fond le lendemain sur une étape de sprint, tu es d'autant plus content de savoir le chemin parcouru la veille. Ouais, c'est sûr. Et puis du côté forcément, et du côté des sprinters en plus, on aura des très expérimentés. On a Arnaud Démare qui... Vas-y, dis-nous. Comment?
Et oui, on a Arnaud Desmar qui connaît très bien les routes du Giro, hein, qui a déjà remporté le maillot. Comment tu dis le maillot? La couleur? Cyclamen. Le maillot cyclamen. Ouais, le maillot violet, quoi. Il l'a déjà remporté. On a Marc Cavendish qui fait son grand retour aussi avec Ballerini. On a Phil Boos qui marche plutôt pas mal. On l'a vu sur Francfort ce week-end. Il était là, enfin son équipe a travaillé, il était là. Bon, un sprint, ça reste un sprint, mais je pense qu'il peut remporter une étape assez facilement. On a Simone Consoni, on a Giacomo Nizzolo, faut pas oublier Mathieu Van Der Poel qui certes n'est pas un sprinter, mais qui est capable de remporter un sprint massif, mon Flo. Oui, c'est ça, c'est pas un sprinter, mais c'est quand même un sprinter. C'est-à-dire que comme il sait tout faire, au milieu de tous les noms que tu as cités, il est capable de remporter une victoire massive, comme tu l'as dit. Il y en a un d'important à citer, en revanche, qui s'est vraiment révélé sur cette campagne de classique, c'est Binyam Girmay, qui fera son premier grand tour. Et lui aussi, ce sera intéressant de voir à quel niveau il se trouve sur des sprints massifs, parce qu'on l'a vu sur des sprints en petit comité lors des classiques très très rapides. On sait que chez les espoirs, il a démontré de très belles habilités au sprint. Donc je suis assez curieux de voir comment il va encaisser ces 3 semaines de course et est-ce que peut-être il sera capable de ramener une victoire d'étape. Desmar, il faut préciser quand même que c'est l'une des rares équipes qui aligne quasiment une équipe dédiée à 100% à son sprinter. Donc ça peut être à double tranchant, hein, ça peut être un supplément de pression pour lui, tout comme au contraire ça peut être le petit truc en plus qui fait que son train va fonctionner à la perfection et il remportera peut-être une nouvelle année ce maillot cyclamen. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Je suis curieux de voir aussi la cohabitation entre Cavendish et Ballerini chez Quick-Step, parce qu'on a 2 sprinters, 2 générations très différentes, un à domicile et un qui est une rockstar. À voir un peu comment ça va se passer, qui va prendre le lead, est-ce qu'ils vont savoir se partager les rôles, à voir. Je me souviens pas que tu aies cité Simone Consoni et Giacomo Nizzolo aussi du côté des Italiens qui vont très vite au sprint. Consoni qui court pour la Cofidis. Et voilà, je pense que voilà, les 3 meilleurs sprinters, on va dire, au départ de ce Giro, je dirais que c'est Desmar, Girmay et certainement Nizzolo, de par ce qu'ils ont montré, hein, mais attention évidemment, Cavendish qui reste le meilleur sprinter de tous les temps certainement, avec toujours ce point d'interrogation de savoir à quel moment de la saison il va avoir son pic de forme et il va arriver à nous claquer 3-4 étapes, donc c'est aussi une possibilité, personne l'attendait l'année dernière sur le Tour, et il est capable de nous refaire la même sur le Giro, et comme tu l'as dit, Van Der Poel qui sera là aussi. Il est capable d'attaquer à 5 km et puis de se faire revoir et de gagner au sprint. Donc voilà, ça va être intéressant. Le peu d'opportunités au sprint devrait être passionnante. Il ne faudra pas en oublier un, c'est Fernando Gaviria. Fernando Gaviria qui est en forme, tu ne l'as pas noté, j'ai vu. Mais je sais qu'il participe au Giro. Et Fernando Gaviria, attention, l'artiste. Il est en forme, il revient du Romandie, il était à Francfort ce week-end, il fait 2e d'ailleurs ce week-end à Francfort. Et moi je pense qu'il va pas être loin, ça va être un très gros client au sprint. Hein. Alors, surtout le Giro, on sait qu'il l'affectionne particulièrement, donc un des sprinters en plus à noter. Oui, d'ailleurs mon Lolo, tu fais bien de me le dire parce que je vois que j'en avais oublié 2 dans ma petite liste que j'étais sur le point d'ajouter, et non des moindres, puisque comme tu l'as dit, Gaviria c'est quand même un top sprinter mondial, mais surtout, j'ai oublié peut-être l'essentiel, c'est Caleb Ewan qui sera au départ de ce Giro également, et Caleb Ewan pour le coup, c'est certainement le numéro 1 de cette liste. Surtout qu'il a gagné cette année déjà, il démontre qu'il est à son niveau, et lui aussi il faudra le suivre de près, surtout que le Giro c'est une course qui lui va assez bien, c'est un petit gabarit qui passera bien tous ces enchaînements de difficultés et qui en général récupère relativement bien dans les grands tours. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour sur les sprinters. Je te propose de citer quelques coureurs à suivre qui pourraient nous offrir du spectacle dans ces journées un peu d'entre-deux ou même sur les étapes de montagne avec des échappées au long cours. Je commence par le premier qui nous a déjà fait rêver l'année dernière dans la montée du Zoncolan, c'est Lorenzo Fortunato.
l'Italien de la Eolo, hein, le team de Alberto Contador, qui d'ailleurs vient de terminer sur le podium des Asturies, hein, donc ça démontre qu'il est en forme et qu'il est prêt pour son tour national. Lui aussi, je pense qu'il va falloir le surveiller, à voir si cette année il a envie de se donner une chance de jouer le général et de rester dans les roues et voir ce que ça peut donner, ou si, comme l'année dernière, il va partir dans des échappées. Qui d'autre, mon Lolo, faudra suivre dans ce Giro? Eh ben moi, je mettrais une petite pièce sur un Thomas de Gendt. Hein. Il nous a rarement déçus sur les grands tours, surtout sur le Giro. Un classique. Ah ouais, mais Thomas de Gendt, à tout moment, il décide de partir, prendre une échappée, tu le revois jamais, quoi. Donc ça reste un outsider, mais qui est obligatoirement cité dans tous les pronostics pour au moins une victoire d'étape. Oui, dans le même style, on a un Magnus Cort Nielsen, hein, chez IF. C'est deux coureurs d'expérience qui, en général, viennent pas sur un grand tour pour repartir les mains vides. Donc je pense que ce seront deux grands animateurs de ce tour. Parmi les plus jeunes, on a des coureurs qui, à mon avis, vont briller, notamment un petit Frenchie, Rémi Rochas, qui, à mon avis, ne vient pas que pour aider Guillaume Martin. Il a peut-être une carte à jouer sur une ou plusieurs étapes et on risque de le retrouver à l'avant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mon Lolo. Ouais, non, clairement, Rémi Rochas, pourquoi pas, parce qu'en plus on sait que les grands tours, c'est propice à des attaques de loin, à des surprises entre guillemets de coureurs, parce qu'il y en a beaucoup qui vont jouer le général. Donc il y a des étapes qui vont forcément être entre guillemets délaissées ou laissées aux échappées. Donc un Rémi Rochas en outsider, c'est pareil, je pense qu'il peut vite tirer sa carte du jeu. J'avais noté également Jonathan Restrepo, le Colombien de la Drone Hopper Androni Giocattoli, un très très bon grimpeur, un très jeune coureur aussi. On sait que le Giro, c'est aussi un grand tour qui révèle des jeunes talents et je pense qu'il sera surveillé en particulier dans les étapes de montagne et il pourrait offrir cette victoire d'étape à la Androni Giocattoli. Donc à surveiller, tout comme toute l'équipe AG2R Citroën. Voilà, moi je les mets tous dans cette catégorie-là parce que je pense qu'ils vont avoir beaucoup de liberté. Ils ont des coureurs très offensifs. Il y a notamment un Michael Cherel qui sera au départ. Ils ont de belles cartes à jouer offensives. Donc à voir, on a aussi, on l'a pas cité, mais dans les sprinters, Andrea Vendrame qui peut marcher. Ils ont Jaakko Hänninen qui peut marcher, Nance Peters. Et Lilian Calmejane aussi qui peut se porter à l'avant. Donc à mon avis, ils feront partie des équipes qui vont animer beaucoup les échappées. Ouais, je pense que ça va être la guerre de ce côté, du côté de cette équipe française. Ils sont vraiment là pour jouer des étapes. Ça se voit, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un leader défini pour le classement général. Donc je pense que ça va être là pour faire la guerre. Et ça va être beau, de toute façon c'est ce qu'on veut. On veut la guerre, on veut du spectacle, mon Flo. Ouais mon Lolo, en tout cas on peut déjà spoiler que nous on sera présents sur les premières étapes de ce Tour d'Italie. Évidemment moi je suis sur place donc je vais essayer de vous faire partager mon expérience du terrain au moins sur les étapes siciliennes. Je pense qu'on a déjà fait bien le tour. Évidemment tout ça c'est à suivre sur GCN+, et les antennes d'Eurosport. Et je te propose qu'on passe à l'actu. Et on commence cette actualité donc par l'opération de Groupama qui revient, ton club, ton maillot. On a parlé de la Groupama FDJ chez les pros qui va s'élancer dans ce Giro avec des ambitions avec Arnaud Démare. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, on est tous passés par des clubs amateurs. Et la bonne nouvelle, c'est que le sponsor Groupama n'oublie pas aussi les clubs amateurs et propose donc cette opération qui a déjà eu lieu pendant 2 saisons et a permis à près de 200 clubs d'obtenir leur tenue sponsorisée par Groupama. Et bien cette année, on vous propose d'y participer. Il y aura 130 clubs sélectionnés, 130 clubs j'ai bien dit, pour remporter 25 tenues complètes, maillots plus cuissards, prise en charge donc par Groupama, qui vous permet évidemment de les personnaliser en fonction des couleurs de votre club. Donc c'est à ne pas manquer évidemment parce qu'on sait que c'est une dépense importante pour tous les clubs amateurs et la bonne nouvelle c'est que vous, simples coureurs et simples licenciés, vous pouvez inscrire votre club directement sur ton club, ton maillot. Donc allez-y, c'est ouvert à partir d'aujourd'hui, vous pouvez déjà aller faire acte de candidature. Et ouais mon Flo, et du coup j'en profite pour le présenter ce maillot parce que nous on en a reçu un. Hop, il est là, et voilà. Donc évidemment, il est personnalisable, hein. Seul le design ne change pas, on doit garder toujours le même design avec les bandes, mais les couleurs sont personnalisables suivant les clubs. C'est vrai qu'à l'Aviron Bayonnais, on aurait été pas mal avec des maillots comme ça, juste avec du bleu ciel et blanc, tu vois. Ça aurait été la classe à mon Flo, non, tu crois pas? Ouais.
Tu peux les inscrire, mon Lolo, et je crois que je vais inscrire mon premier club moi aussi, le Guidon Fuxéen, parce que c'est vrai que ça leur ferait du bien d'avoir leur maillot payé, et puis on sait qu'il y a des clubs qui n'ont pas les moyens de les changer tous les ans, et bien là ce serait très cool. Donc n'hésitez pas évidemment à aller inscrire votre club sur le site, vous retrouverez tout en description d'ailleurs de ce show. On passe à la suite de l'actu, mon Lolo. On a une sortie tech cette semaine avec de nouvelles roues chez Campagnolo. C'est assez rare pour être signalé. Elles s'appellent les Levante et ce sont des roues spécifiques pour le gravel, évidemment en carbone. Hein. Ça a l'air d'être de la belle machine avec un poids très contenu puisqu'on est autour des 1,5 kg. Je pense que ça va faire vraiment des ravages sur les sentiers battus et sur les strade bianche italiennes, ça, mon Lolo. Ben ouais, Flo, on sait que Campagnolo, ils sont très présents sur la route, mais on les a jamais trop vus dans le gravel. On les a jamais trop vus ici, gravel ou en off-road. Donc clairement, je pense que cette paire de roues, elle va faire du mal au marché existant, j'ai envie de te dire. Parce que sur route, on le sait, les Campagnolo Bora, ça reste le top du top. Enfin, moi je dis le top du top parce que j'en ai essayé quelques-unes, et pour moi, ça reste les meilleurs. Mais pour le coup, en gravel, ça s'annonce costaud, surtout que c'est light. Tu peux mettre des grosses sections de pneus. Je sais que nos homologues anglais les ont testés, donc je vous invite, tu vois, si peut-être nous on aura l'occasion de le faire, mais je vous invite à aller voir la chaîne de nos amis anglais GCN, qui eux les ont testés et apparemment elles ont fait l'unanimité. Pour terminer du coup l'actu cette semaine, mon Lolo, j'en profite pour vous dire un petit clin d'œil spécial au Giro. Vous aurez peut-être remarqué derrière moi ce petit bidon rose, c'est un partenariat avec Elite et GCN. Du coup, on les a sur le shop GCN. Si vous avez envie de vous mettre aux couleurs du Giro, vous pouvez aller les acheter. Et sinon, en parlant du Giro, pour boucler la boucle, un nouveau partenariat vient d'être signé. C'est Komoot qui devient partenaire du Giro pour de nombreuses années. Donc voilà, c'est aussi un partenaire de notre chaîne. Donc c'est bien, il continue à investir dans le cyclisme, amateur comme professionnel. Bon Lolo, on passe au résultat et c'est toi qui vas commencer parce que je crois que tu étais aux commentaires du côté de la classique allemande ce week-end. Et ouais mon Flo, j'étais au commentaire sur Eurosport, malgré mon rhume et mon nez bouché, j'ai réussi à me glisser dans mon canapé avec mon micro et à commenter la course. Donc pour une fois, je vais pouvoir te parler d'une course que j'ai vue à la télé, tu vois Flo, c'est beau, je travaille le dimanche. Donc du côté de Francfort, on a eu une victoire au sprint, entre guillemets sans surprise au sprint parce qu'on sait très bien que c'est une course réservée aux sprinters. Victoire de Sam Bennett, l'Irlandais de la Bora Hansgrohe. Bora Hansgrohe, après avoir roulé toute la journée, après avoir assumé la course, ils ont réussi à conclure et c'est plutôt beau pour une équipe licenciée en Allemagne. Derrière lui, j'en parlais tout à l'heure, c'est Fernando Gaviria qui revient du Romandie pour préparer son Giro. Et Gaviria qui revenait de loin pendant ce sprint, mais qui n'a pas réussi à dépasser l'Irlandais. Et en troisième, on a un ancien, un habitué des podiums et surtout des victoires sur cette course, c'est Alexander Kristoff, le Norvégien, qui vient compléter ce podium avec la Wanty qui a été magnifiquement lancée par un William. C'était très beau à voir, mon Flo. Oui, on parle de la Bora victorieuse du côté de l'Allemagne. En Suisse et en Romandie aussi, c'est la Bora qui l'emporte. Au classement général, c'est Alexander Vlasov qui remporte donc ce Tour de Romandie, en remportant également le contre-la-montre final, en montée évidemment. La Bora en forme, hein. Vlasov il sera pas au départ du Giro, mais en tout cas la Bora en forme, Bennett non plus d'ailleurs, c'est peut-être une erreur stratégique de leur part, mais voilà, on verra si ceux qui sont sur le Giro sont au niveau. Pour compléter les résultats cette semaine, mon Lolo, on en a parlé, Ivan Sosa lui a remporté le classement général de la Vuelta a Asturias. On a vu également un Simon Yates très en forme, Lorenzo Fortunato deuxième au général et Nicolas Hédé troisième. Donc voilà, en tout cas les deux premiers au général qui seront présents au Giro et qui sont très en forme. Donc ça aussi à suivre durant ces 3 semaines de course. Et pour terminer, mon Lolo, du côté des femmes. Et du côté des femmes, on était au Cerati Festival Elsie Jacobs en Hollande et c'était une course à étapes qui a été remportée par l'Italienne Marta Bastianelli devant Veronica Ewers et en troisième, on a Silvia Persico, l'italienne. Voilà mon Lolo, et je veux juste compléter, parce que tu as dit que c'était en Hollande, mais vous irez nous corriger si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble que c'est au Luxembourg, du côté du pays de notre cher ami Cricri Magérus.
Donc voilà, vous nous départagerez. J'avoue, j'ai un petit doute. On termine par le vélo du mois parce que c'est cette semaine et cette semaine. On revient un peu à du traditionnel, mon Lolo, parce que c'est vrai que c'est souvent cette marque qui l'emporte dans notre vélo du mois. On n'y est pour rien, hein. Enfin si, on a une petite responsabilité parce qu'on en sélectionne régulièrement dans les vélos de la semaine, mais c'est vous qui décidez, je rappelle, sur l'application GCN, dans un sondage. Et donc c'est à nouveau un Specialized SL7 qui l'emporte ce mois-ci. Et ouais, le spécialisé des SL7 qu'on a fait gagner le week-end dernier, enfin. On a fait remporter le vélo de la semaine le week-end dernier. La semaine dernière, pour moi, il n'y a rien à dire, hein, tu vois. Ça reste un spé, c'est classique, sobre, efficace. Il est noir-gris, magnifique, un groupe SRAM Red E-Tape. Franchement, Flo, je sais même pas quoi dire, tellement c'est la classe en fait ces vélos. Alors, en plus, il a été super bien présenté en haut d'un col dans les montagnes, donc dans son environnement naturel. Voilà, il remporte avec 58% des voix. Il n'y a pas de secret quoi. Spé, c'est la classe, hein. Faut dire ce qui est. C'est ça, s'ils ont tant de victoires, c'est certainement pour une raison. En tout cas, son propriétaire gagne cette semaine une serviette GCN pour aller se dorer la pilule au bord de la plage. Ça tombe bien, les beaux jours arrivent, donc il sera au top et aux couleurs de la chaîne. Bon Lolo, je te propose d'aller préparer tes valises et on se retrouve bientôt directement sur le Giro parce que c'est bien d'en parler, mais c'est mieux d'y être. Allez, à bientôt. On est d'accord. Ciao.